Dans cette vidéo, nous allons voir 6 géants, issus des mythes et légendes du folklore français. 4 de ces créatures s'apparentent à l'archétype de l'homme sauvage. Les 2 autres sont des géants bâtisseurs, à l'origine de la création du monde que nous connaissons. Les géants de la première catégorie existent sur une échelle s'étendant de l'archétype européen de l'ogre à celui du seigneur des forêts. Notre premier géant n'est pas l'une des créatures les plus connues du folklore français. Il s'agit de l'ourgon, un ogre grand comme un mât de bateau, qui vivait d'après les légendes et traditions forésiennes dans une grotte sur le bord de la Loire. Le géant demeurait dans son antre le jour, mais le soir venu, il attirait magiquement les bateliers et pêcheurs vers son repère. Les malheureux qui se laissaient guider jusqu'à lui se retrouvaient devant l'ourgon, un homme de très grande taille, habillé comme un marinier, portant un large chapeau, ses yeux brillant dans la pénombre, sa voix grondant tel un torrent de montagne. Il les invitait alors à profiter d'un banquet dans sa caverne. On ne revoyait jamais ceux qui se virent ainsi accueillis par le géant, car son vin était empoisonné, et les mets délicieux qu'il promettait étaient des plats de vipères. Parfois, les habitants de Saint-Maurice et de Villevert voyaient danser des lueurs à travers la ripisylve et entendaient les bruits d'un de ces festins funestes. Ils avaient donc une bonne raison de ne pas s'aventurer la nuit trop loin de leur village, sur les bords du fleuve. Continuons vers le sud et faisons une halte en Gascogne, où résidait le second colosse présent sur notre liste, le Bécu. Ce monstre imposant était un cyclope, disposant d'un œil unique au centre de son front et d'un nez de cochon. Il vivait loin de la civilisation, dans les régions les plus sauvages et boisées du sud de la France. Selon les légendes, le Bécu était une créature grossière qui se nourrissait en attrapant les villageois imprudents, s'approchant trop près de son antre, les faisant cuire à la broche avant de les dévorer. Les contes lui prêtaient une taille de 13 mètres. Son nom aurait comme origine une déformation de sa bouche donnant l'impression d'un bec. La légende du Bécu rappelle directement celle du cyclope Polyphème, les récits populaires gascons reprenant les mêmes thèmes. Ainsi, le Bécu élevait des vaches ou des moutons aux cornes d'or, en marge de la société, enfermant ses victimes dans sa grotte pour les dévorer. Mais n'étant pas d'une grande intelligence, il se faisait régulièrement piéger et éborgner par ces dernières, qui arrivaient à s'échapper, dissimulées au milieu de son bétail. Le Bécu n'est pas le seul cyclope, présent dans les traditions populaires du sud-ouest de la France. Dans le Pays basque, on parlait jadis avec effroi du Tartare, aussi appelé le Tartalo, Tartaro ou Antxo. C'était un humanoïde de très haute taille, doté d'un œil unique. Son corps était poilu, rappelant celui des ours, avec lesquels il partageait les vallons et les flancs boisés des Pyrénées. Il vivait tel un homme sauvage, seul ou en groupe, dans des grottes ou de grandes chaumières isolées dans la nature. C'était là encore un monstre anthropophage qui dévorait les montagnards et les bergers, et comme un ogre, les enfants sur qui il mettait la main. L'idée d'homme sauvage des Pyrénées le lie avec la figure mythologique du Basa jaune, le seigneur des forêts, premier forgeron du monde, craint mais respecté. Les 2 créatures, pourtant bien différentes, se confondent souvent dans le folklore basque. Les caractéristiques néfastes attribuables au Tartare dominant alors la thématique du conte. Comme pour le Bécu, on lui attribuait des légendes proches de celles des cyclopes de la mythologie grecque. Le Tartare était présent dans de nombreux contes et légendes. Dans certains, il s'intéressait également aux bergères et aux villageoises. Il essayait de les enlever. Mais étant trop monstrueux pour pouvoir les approcher, il utilisait la ruse. Il leur envoyait une belle bague, qui une fois passée au doigt, prenait vie, et appelait en criant le Tartare. Les malheureuses ainsi pourchassées ne pouvaient ni se cacher, ni se débarrasser du monstre, qu'en se coupant le doigt, et en lançant la bague dans une rivière. Le Tartare, dans son empressement, sautait à l'eau pour suivre les cris du bijou, et se noyait. À l'opposé des Pyrénées, se trouvent les vastes étendues forestières du massif des Vosges. Et au cœur de ces bois, marchant dans la pénombre et dans l'humidité, vivait le Ouéran. Cette créature apparaissait de nuit dans la forêt, sur la montagne du Haut-Roc. Au loin, entre les arbres, on aurait pu penser que c'était un homme. Mais un second regard éloigne vite ce premier constat. Le Ouéran était un géant monstrueux. Au-dessus des hanches, c'était un homme rustre. Il était de grande carrure, portant une barbe hirsute et un large chapeau noir, sous lequel flamboyaient des yeux comme 2 grosses braises. En dessous des hanches, il avait 2 jambes de bouc, et, à la place de son postérieur, une tête de chèvre, dont les cornes courbées lui servaient de siège lorsqu'il cherchait à s'asseoir près d'un feu. Le Ouéran, dont le nom signifiait le hurleur, arpentait les forêts vosgiennes, criant de toutes ses forces pour terroriser les intrus qui s'infiltraient la nuit dans ses sous-bois. C'était un protecteur sylvestre. Il chassait de ses hurlements les braconniers et les voleurs de bois, les terrorisant afin qu'ils ne reviennent plus troubler la paix de sa forêt.
Le Ouéran s'inscrit donc dans l'archétype européen du seigneur des forêts. On peut le lier au Basa jaune, bien qu'étant né à l'opposé du territoire français, mais également avec des légendes plus lointaines, telles que celle des Lekis, gardiens forestiers de la mythologie slave. La légende est belle et très haute en couleurs, mais elle est peut-être trop romantique cependant, pour avoir été transmise bien longtemps sous cette forme. Il est bien possible que ce soit une invention des gardes forestiers de la région, au XVIIIe ou XIXe siècle, cherchant à se donner un atout pour dissuader les délinquants les plus superstitieux. Le second archétype de géant que l'on peut retrouver dans les mythes et légendes françaises est celui des géants bâtisseurs. Et parmi ces derniers, il n'y en a pas de plus célèbre que Gargantua. Gargantua est une figure centrale de la réflexion des ethnologues et folkloristes français des 19e et 20e siècles, qui ont recensé indépendamment des récits le concernant aux quatre coins de la France. Pendant longtemps, on a pensé que le personnage était une création de Rabelais, mais il est désormais avéré que le géant avait une origine plus ancienne et plus populaire. En France et au nord de l'Italie, on retrouve de nombreux lieux, montagnes, collines, formations rocheuses, dont les toponymies font directement référence aux géants. Et de nombreuses légendes du folklore médiéval décrivent ces mésaventures, souvent avec humour. Gargantua est un immense géant, vagabondant à travers la France. Partout où il passait, il transformait d'une façon ou d'une autre la topographie du territoire. C'était un bâtisseur de montagnes, créant des sommets en empilant des rochers, déversant le contenu de sa hotte pour former des collines, il creusait des rivières, détruisait des forêts, et un peu partout, déposait des pierres dressées qui intriguèrent les locaux pendant des générations. Je ne vais pas aller dans le détail, mais certains de ces lieux virent même se mettre en place des rituels de fertilité en son honneur. C'était une force inarrêtable, dotée d'un appétit légendaire, mais il est avant tout bienveillant et bon vivant, essayant de faire le bien et d'apporter son aide là où il voyage. Plusieurs chercheurs ont cherché à prouver que la figure de Gargantua était un écho d'un ancien dieu gaulois oublié, dont le nom et le culte auraient survécu, déformés, à travers les contes et légendes populaires. Mais l'état des connaissances que nous avons aujourd'hui sur les Celtes et les Gaulois ne confirme pas cette hypothèse. Gargantua serait donc plutôt apparu au Moyen-Âge, et son nom se serait répandu en France, s'implantant localement là où les traditions l'auraient favorisé, remplaçant alors les figures géantes présentes sur ces territoires. Gargantua n'est pas seul parmi ces géants bâtisseurs à avoir façonné les paysages de la France que nous connaissons. Il existait dans l'ouest de la Bretagne la légende d'un géant qui pouvait s'agrandir à volonté, si bien qu'il s'allongea un jour jusqu'au ciel pour y décrocher la lune. Son nom était Ogbra. Il vivait dans les alentours du village d'Ouelgoat, à proximité de la forêt du même nom, où l'on peut voir aujourd'hui encore de fantastiques formations rocheuses, donnant au lieu une ambiance particulièrement magique. La marraine de Ogbra était une des fées résidant dans cette forêt. Un jour, elle fit tomber sa bague dans un gouffre interminable. Ogbra, qui était encore jeune, s'y lança pour la récupérer, et la fée lui donna la capacité de s'agrandir à souhait pour pouvoir en ressortir. À la suite de cet événement, Ogbra parcourut la Bretagne en quête d'aventure car il voulait faire ses preuves en accomplissant 3 prouesses. Il construisit les monts d'Arrée en empilant de grandes pierres et plaça la roche du mont Saint-Michel. À Landerneau, il vit une seconde lune qui ne bougeait pas dans le ciel. Il s'allongea jusqu'à pouvoir l'attraper et la plaça sur le clocher de la ville. Il creusa ensuite la rade de Brest pour pouvoir s'y désaltérer et s'y baigner. Mais alors qu'il y était allongé, géant, le bateau de son père, emporté par le courant, vint se loger dans son gosier, l'étouffant. Paniqué, il voulut retrouver la fée, mais s'effondra mort sur les monts d'Arrée. La légende dit que sa marraine, pleine de douleur pour le sort du jeune homme, erre depuis le long des ruisseaux de la forêt de Ouelgoat, sous la forme d'une chèvre noire. Les géants ont une place importante dans le folklore français, mais ne représentent qu'une petite partie du bestiaire de créatures ayant animé les mythes et traditions françaises. Si cette vidéo t'a plu, tu aimeras sûrement celle qui s'affiche à l'écran, dans laquelle je présente des légendes de fées et d'elfes ayant existé en France.